chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans cet échange avec le professeur Chanda Tomé sur la question ukrainienne, appelons-la comme ça. Le 24 février, ça fera exactement 1 an que la guerre a commencé entre la Russie et l'OTAN, comme il le dit souvent, ou entre la Russie et les États-Unis, comme on peut l'appeler, ou encore entre la Russie et l'Ukraine. On verra dans l'échange, dans ce qui sortira dans l'échange avec le professeur. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Ouais. Merci de permettre à nos téléspectateurs de comprendre, de faire une évaluation de ce que l'Ukraine serait devenue 1 an après. C'est la raison pour laquelle nous voulons bien intituler cet entretien l'Ukraine. Que reste-t-il de l'Ukraine 1 an après? C'est comme ça, ça vous convient? Oui. Merci infiniment. Professeur Chanda, la question est tout de go. Mais avant, je veux bien vous poser une autre. Avant, la guerre a commencé le 24 février 2022 et tout le monde s'attendait, peut-être pas dans la tête des Russes, mais beaucoup pensaient que c'était une question de jours, une question de semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Non, je crois que il y a beaucoup de désinformation dans la présentation de ce qui a en réalité une réorganisation tout court des paramètres de sécurité dans une région. Et peut-être sans doute même dans toute l'Europe. J'ai beaucoup entendu parler de l'échec de l'armée russe, de contrariété de toute nature dans les plans des Russes, de victoire ukrainienne, d'épuisement des stocks de l'armée russe, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut faire la différence entre la désinformation d'une part, et puis ce qui procède de l'ordonnancement de nouveaux rapports de force dans l'esprit des habitants de la planète. En réalité, parler de guerre, je crois que le mot est petit. Ce serait encore bien de parler de conflagration, puisqu'en réalité, guerre, c'est limité. Conflagration, ça renvoie à un bouleversement autrement beaucoup plus important, beaucoup plus catastrophique d'ailleurs, faudrait dire. Que reste-t-il de l'Ukraine? L'Ukraine, c'est déjà quoi? Vous savez, depuis la révolution de Maïdan, il n'y a plus d'Ukraine en réalité. L'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine existe en tant qu'État, en tant que nation, simplement dans la configuration géopolitique et cartographique. Mais en tant que ensemble identitaire, authentique, jouissant des attributs d'un État dans tous les sens du terme, je ne crois pas. Il ne reste absolument plus rien de l'Ukraine. C'est un champ de bataille et il faut craindre que bientôt ce soit ou un champ de ruines laissé à la merci de ceux qui voudront bien en faire quelque chose, ou au pire, un non-État. Voilà ce que nous risquons d'avoir à terme et voilà ce qu'est l'Ukraine, ce qui reste de l'Ukraine. Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk ont été pratiquement annexés, surtout avec le référendum qui a été organisé. C'est vous qui le dites. Je crois que d'un point de vue théorique et au regard de ce qui est ventilé par la propagande occidentale, l'armée russe aurait échoué, l'armée russe n'aurait rien réussi en Ukraine. Même si le langage des Occidentaux, des spécialistes occidentaux a quand même changé ces jours-ci. Il vaut peut-être mieux de revenir vite à cette réalité-là parce que, vous savez, c'est tout qui est parti pour l'Ukraine en réalité. L'Ukraine n'a plus d'armée en réalité. C'est fini ça, l'Ukraine n'a plus d'armée.
L'Ukraine a perdu les 3/4 de son tissu industriel. L'Ukraine a perdu en termes d'organisation structurée et de massification visible la moitié de ses villes. L'Ukraine a perdu jusqu'à 44% de son territoire. Ça, c'est ce qui ne se dit pas. Et il faudrait sans doute être beaucoup plus réaliste. Et je suis heureux que beaucoup d'anciens chefs d'état-major occidentaux aujourd'hui se rendent compte de la situation. En réalité, se disent il est impossible, ça va devenir intenable de continuer dans une propagande qui est contraire à ce qui existe sur le terrain. On ne peut pas tous les jours prôner l'envoi d'armements massifs, plus perfectionnés, et dans le même temps clamer que l'Ukraine est en train de gagner ou que la Russie est en train de perdre. Il y a une grossière contradiction dans cette présentation des événements. Mais c'est un point important que vous soulignez. À terme, il est absolument certain que tous les gouvernements occidentaux vont tomber. Ça, c'est sûr à 100%. Et ce qui est nouveau dans l'affaire, c'est que les pays scandinaves qui, pendant 70 ans, ont prôné une politique à peu près de neutralité et sont restés très sages, sont aujourd'hui absolument emballés dans une logique de guerre, une logique de provocation, une logique de suicide à la limite. Un pays comme la Finlande, qui n'existe que grâce à la Russie, la Moldavie, la Lituanie, la Slovénie, et ça, ce sont, à mon avis, c'est ce que Ronald Reagan, à l'époque, par curiosité ou par injure, appelait micro-États. Ce sont des États qui, finalement, sont des tolérances, si vous voulez, enfermés dans des masses de confrontation et de concurrence géopolitique et géostratégique qui leur échappent. Donc, qu'il y ait un revirement en Occident dans le discours, ça me semble évident, parce que telles que les choses se présentent aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'y a même pas eu de guerre. Il est important de le dire, hein, il n'y a pas eu de guerre. La Russie a des systèmes d'armes qui, s'ils étaient utilisés, la guerre s'arrêterait tout de suite. Il ne s'agit même pas de systèmes d'armes nucléaires, il s'agit de systèmes d'armes classiques qui sont tout à fait originaux et dont la puissance emporte des capacités ou comporte des capacités de nature à dérouter toute autre opposition en face. Poutine l'a dit à plusieurs reprises, les vraies choses n'ont pas commencé. Et c'est à cela qu'il faut se résoudre aujourd'hui et faire beaucoup plus attention. Professeur Chanda, est-ce que la Russie fait durer la guerre pour gagner davantage de territoire? Non, est-ce qu'on peut le penser? Non, je ne crois pas. Vous avez une lecture incomplète. Les États-Unis font durer la guerre pour affaiblir davantage l'Europe occidentale, relancer l'industrie de l'armement aux États-Unis. Les bénéfices des firmes industrielles militaires américaines sont élevés. Elles sont passées pratiquement à un stade de bénéfices inimaginables, inégalables. Et elles sont parvenues aujourd'hui à retourner carrément tous les pacifistes à force de propagande, de publicité, ainsi de suite, dans les pays européens. On vit une situation où malheureusement l'Europe à terme va devenir beaucoup plus petite et moins puissante que même l'Afrique. C'est déjà ce que nous vivons en ce moment, d'abord économiquement, ensuite politiquement et enfin diplomatiquement. Professeur, que s'est-il passé avec les chars de longue portée? Léopard, Abraham, que s'est-il passé? On a l'impression que les dirigeants occidentaux jouent à un double jeu. Ils font semblant de vouloir faire et sans faire en même temps.
Oh bon, c'est du bavardage inutile. Il n'existe pas de système d'armes sans contrepartie sur le plan de leur maîtrise. C'est du bavardage. Ce n'est pas en envoyant 100 chars à l'Ukraine que ça changerait quelque chose. Je pense que c'est un discours pour faire du commerce. Le pauvre, je regrette, je ne veux pas le qualifier, Zelensky, c'est une marionnette dans les mains des Occidentaux et particulièrement des États-Unis. Ce n'est pas 20 chars, 50 chars qui changeront quelque chose face à une armée russe qui s'est préparée pendant plus de 20 ans pour être en mesure d'affronter toute l'OTAN. Professeur, surtout que dans ces cas-ci, il s'agit, il me semble, des armes de souveraineté. Parce que quand on parle des chars Leclerc en France, il semble que c'est quand même du haut de gamme, parlons comme ça. Mais non. Il faut relativiser tout ça. C'est beaucoup de bavardage. C'est pour le commerce. Charles Leclerc, ça n'impressionne personne en Russie. Challenger anglais, Léopard allemand. C'est de la foutaise à la limite. Ça n'impressionne personne. Vous savez, je me souviens de la guerre en Serbie, quand ils ont commencé pour détruire l'ex-Yougoslavie. On disait des avions américains qu'on n'avait jamais vus vont être utilisés pour la première fois. Puis ensuite, un de ces avions a été abattu comme si un enfant tirait une fronde à partir d'une cour de récréation. C'est rien du tout, tout ça, si vous voulez. La guerre, c'est la guerre. Et ce ne sont pas les systèmes d'armes qui font la puissance et la victoire des états-majors militaires. Ce sont les doctrines d'application, ce sont les capacités humaines déployées sur le terrain dans le champ de bataille, ce sont les tactiques et les stratégies en temps réel et adaptées au contexte et aux circonstances. Professeur, l'Allemagne a accepté de livrer les chars et ensuite elle s'est retractée. Après que les Russes aient présenté une démonstration selon laquelle ils devraient démolir Londres, est-ce qu'il y a de la propagande dans tout ça? Non. Ce que je peux vous dire en réalité, avec l'expérience de diplomate que j'ai, personne en Occident ne veut de la guerre totale. Personne en Occident, en réalité, ne prendrait ce risque-là. Vous savez, pour les Américains comme pour les Européens, ce qui se joue est beaucoup plus important que l'Ukraine. C'est en fait la crédibilité de toute leur politique d'armement, c'est toute la réputation de leur industrie qui est en cause, si vous voulez. Dès que vous dites que vous avez des armes qui sont très puissantes, et qu'elles sont détruites en 2 jours sur le champ de bataille, c'est une grosse honte. Les systèmes HIMARS américains, on n'en parle plus. On avait dit, ah ouais, c'est l'arme qui va transformer la guerre. Les Russes, on les a détruites, il y en a un. Et ça, on n'en parle plus en réalité. Les chars seront la même chose. Il ne faut pas se tromper. Il n'existe pas de pays ou de puissance absolument inégalable, hors de toute portée. Et il faut savoir que dans la logique de la guerre, aujourd'hui, on retrouve à peu près ce qu'on appelle les philosophies de la défense. C'est-à-dire que le vainqueur est très généralement la victime. Là, on ne parle pas de petits pays, on parle de puissances qui ont une capacité installée, qui ont des stratégies, des doctrines et des idéologies d'application, de conception, d'emploi, de repères, d'observation et d'analyse absolument connus, consacrés, installés. On n'est pas en Libye. Encore que on ne peut pas dire que l'Occident ait gagné en Libye. Les États-Unis ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre en Afghanistan, ils en ont été chassés. Avant eux, l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques avait connu absolument le même sort, si vous voulez. Donc, il y a aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent aux doctrines et aux idéologies militaires, mais également
aux configurations diplomatiques qui existent et qui se côtoient, qui se connaissent très bien, il y a une crainte importante de ce que peut devenir une provocation, une décision d'entrer en guerre ouverte. Telle que la situation se présente aujourd'hui, je prends le pape qui, après s'être dans un premier temps montré un peu complaisant, est revenu à la réalité. On a dû lui dire, mais attendez, voici ce qui se passe réellement. Et du coup, le pape a dit, mais celui qui commence la guerre est celui qui rend la guerre possible. Ce n'est pas celui qui tire le premier coup, mais c'est celui qui a rendu possible qu'on tire le premier coup, si vous voulez. Oui. Vous rentrez chez vous, vous trouvez votre fils ou votre épouse amochée, ok? Oui. Et du coup, vous prenez les armes, vous sortez, vous commencez la bagarre. C'est pas vous. Vous avez un voisin qui fait un mur, qui empiète sur votre concession. Vous avez passé le temps à lui dire « ne faites pas ça », parce que ça ne marche pas, légalement ce n'est pas acceptable, moralement, éthiquement c'est inacceptable, et que quand même il a continué, il a persisté dans cette logique, et un matin vous lui foutez des claques. Attendez, vous n'êtes pas à l'origine de la querelle ni de la rupture, de la coexistence de bon voisinage. Non, non, pas du tout. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Nous ne parlons pas d'une appréciation des systèmes ou des régimes politiques, si vous voulez. Nous parlons des garanties de sécurité et du sentiment de sécurité que mérite et dont a besoin chaque peuple et chaque nation. C'est ça le fond du problème en réalité. Les Russes ont pu démontrer, et ça paraît absolument incontestable aujourd'hui, que des accords, des arrangements existaient sur la non-extension de l'OTAN vers leurs frontières. Nous ne pouvons pas être dans une conflagration, nous disons c'est fini. Quand on dit c'est fini, vous récupérez mes armes que j'ai abandonnées, vous récupérez les territoires et l'ensemble des attributs que j'ai laissés pour maintenant développer, si vous voulez, une situation qui porte atteinte à ma sécurité. Voilà tout le conflit, voilà toute la situation et il n'y a plus une seule personne de raisonnable qui ne comprenne pas ça aujourd'hui. Et ne vous dites pas un char Léopard, un char Leclerc, ça c'est de très grands mots, c'est de grands noms, c'est pour vendre le complexe militaro-industriel. Ça n'y changera absolument rien. Quand les Russes vous disent vous n'avez rien perdu, nous on a perdu près de 20 millions de personnes, 200 000 villages détruits, près d'1,5 million de ponts. L'Europe, vous avez perdu combien? L'Amérique n'a jamais eu la guerre sur son territoire, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui marquent les esprits, si vous voulez. Et ils disent, nous sommes prêts, aujourd'hui, à nouveau, à infliger une autre défaite à tous ceux qui viendraient nous attaquer dans nos frontières. Donc, le fond du problème n'est pas si compliqué que cela. Et malheureusement, on découvre une Europe occidentale qui n'est pas exactement ce qu'elle dit être, si vous voulez. Le berceau du libéralisme, de la démocratie, ainsi de suite. On l'avait déjà vu en 2008 avec la crise de subprime aux États-Unis. Obama était au pouvoir. Si Obama n'avait pas racheté les banques américaines, protégé les banques américaines, tout le système capitaliste s'effondrait. Donc, la libre entreprise est un mythe. De même, nous voyons dans le contexte actuel qu'on a muselé les médias en Europe. Et ce qui est plus grave, ils tentent de museler les médias dans le reste du monde. On a vu un président américain qui déclare ouvertement que les pays africains qui ne soutiendraient pas les États-Unis à l'Assemblée générale des Nations Unies subiraient des sanctions. Et à propos des sanctions, la réalité aujourd'hui est assez troublante. L'Europe s'est appauvrie, l'Europe s'est désindustrialisée, l'Europe est tombée dans une situation de petit territoire vassal des États-Unis, dans tous les sens du terme. L'Europe paye le gaz
10 fois plus cher, l'Europe manque d'énergie, des entreprises ferment. En Allemagne, au moins, c'est 2700 entreprises de pointe ont fermé. C'est près de 3 millions de chômeurs sur toute l'Europe qui sont la conséquence des sanctions. Ce n'est pas la Russie. Tout ce qui a été changé en Russie, ce sont des enseignes, comprenez? Et puis, vous n'avez pas voulu, vous n'auriez jamais voulu faire l'unicité du reste du monde contre l'Europe occidentale. Le dollar est tombé à zéro. On met en place aujourd'hui des circuits de change du commerce international qui n'impliquent plus le dollar. Ce n'est pas les talons or, mais c'est un jeu de monnaie qui aujourd'hui met complètement de côté le dollar. C'est l'Amérique qui a perdu, c'est l'Europe occidentale qui a perdu. Voilà la réalité. Professeur, on peut s'attendre à quoi? Commençons sur l'Ukraine. Que le peuple, à un moment donné, s'énerve et demande à Zelensky et à son équipe de partir. Écoutez, on n'est pas... Le peuple ukrainien, bien sûr. On n'est pas, pour ce qui en reste. Oui, pour ce qui en reste. On n'est pas très loin, oui, si vous voulez, en réalité. Parce que, telles que les choses se présentent aujourd'hui, objectivement, on ne peut plus soutenir que l'Ukraine est dirigée par un Ukrainien. Ça me paraît fondamental et je pense qu'il faut reconnaître ça. Ce qui est clair, c'est que nous avons à la tête de l'Ukraine, d'abord, c'est un ancien acteur de théâtre, hein, qui par moments d'ailleurs s'est montré nu, hein, sur les planches, ainsi de suite. S'attendre à quoi? Écoutez, tout simplement, je vous l'ai dit, vous avez vu en Allemagne, les dernières élections, le parti au pouvoir a perdu. Et c'était une élection locale, mais elle va perdre en général. Il y a la montée de l'extrême droite. Or, l'extrême droite est extrêmement nationaliste. Elle a été régulièrement proche des thèses, si vous voulez, de la Russie. Ça c'est de 2. Et puis de 3, dans ce qu'on appelle les anciennes républiques soviétiques. C'est évident aujourd'hui, tous ces pouvoirs pro-occidentaux vont tomber. On a le cas de la Moldavie, où la présidente a commencé à crier un appel à l'OTAN. Mais ce qui est inquiétant, c'est que malgré tout ça, dans ce contexte, quelqu'un comme Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, oui, continue à tenir un discours absolument irréaliste, et c'est vrai pour ce pauvre idiot. Il a dit que lui, il s'en va bientôt, il ne veut plus être là. Oui. Mais il dit, quand l'Ukraine aura gagné, elle deviendra membre de l'OTAN. En fait, vous ferez de quoi? Un cadavre deviendra membre de l'OTAN, mais à quelle heure? Voilà la réalité. Il y a derrière tout ça une planification qui date de très loin, qui date de la réorganisation du complexe militaro-industriel américain, qui date de la fin de l'idéologie libérale en Europe, qui date de la catastrophe, si vous voulez, que l'on a vu chez les progressistes partout en Occident. Il n'existe plus d'intellectuels progressistes en Occident. Tous ont été éteints, littéralement. Même les médias comme Le Monde aujourd'hui sont devenus des médias guerriers qui sont sous la coupe des États-Unis. On reprendrait plus facilement ce que dit le Washington Post. Ça me permet de regretter un peu, hein, ça c'est ce qui se passe d'ailleurs chez nous. On a vu en Afrique, si on prend le cas du Cameroun, pour une affaire aussi simple, une affaire certainement grave, quand il dit simple, dans la perception et l'analyse que l'on peut en faire. Alors, un journaliste a été assassiné. Qu'est-ce qui se passe? La vérité est ce que dit Reporters sans frontières, qui est français, TV5, qui est français, Le Monde, qui est français, Jeune Afrique, qui est français. De ce que les Africains en disent ou sont capables de dire, on s'en fout. Rien du tout. RSF a dit, c'est la vérité. TV5 a repris, c'est normal. Alors, Paris fait la passe à Berlin, qui fait la passe à Londres, qui fait la passe à Washington, et puis en Afrique, le but est marqué. C'est tellement bête. En partant de ce que vous êtes en train de dire, est-ce que le combat, le véritable combat n'est pas idéologique? Ah non, il est même au-delà de ça. Si vous parlez simplement d'idéologie et de doctrine, c'est petit. Il est éthique et moral. Oui. Quand je dis éthique et moral, ça, il faut renvoyer aux préceptes bibliques et théocratiques. Non, idéologique, c'est dépassé aujourd'hui, parce que de l'idéologie, on en fait ce qu'on veut. L'idéologie communiste, fondamentalement, la perception n'est plus tellement réelle, peut-être en se référant au centralisme démocratique sur le mode d'accession au pouvoir
et les modes de gouvernance des populations, mais la Chine est aussi capitaliste, sinon plus que les États-Unis aujourd'hui. Oui. On a bien vu, je le disais tantôt, la libre entreprise, c'est un gros leurre. La libre concurrence, c'est un gros mensonge, si vous voulez. Les systèmes monopolistiques sont ancrés aujourd'hui. Je vous prends un secteur tel que le ciment au Cameroun, pour prendre un exemple. La France s'est battue pendant longtemps pour qu'il n'y ait pas d'autres cimenteries. Oui. C'était des pays, ce sont des pays libéraux. Oui. Mais ça, laissez les idéologies de côté. Posez le problème aujourd'hui. Sur le plan de l'éthique et de la morale. L'éthique et la morale, parce que quand je le dis, j'ai à l'esprit des images importantes. Ces Africains noirs, parce qu'ils sont noirs, qu'on empêche de monter dans les trains à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. Pour quitter. Ça, ce sont des démocraties. Tout le monde est en train de fuir, mais les Noirs montent après. Oui. Ils peuvent crever là-bas. Oui. Ça renvoie à une... ou bien ça convoque, en réalité, le sentiment humain profond, l'humanisme, qui n'a rien d'idéologique ni de doctrinal, mais simplement de la raison, la logique humaine fondamentale, première. On en est là. Nous sommes dans le soubassement de ce qui a créé la colonisation et les génocides au nom des civilisations premières, des civilisations les plus élevées, la mission des civilisations pour laquelle et par laquelle et à travers laquelle on a colonisé les peuples, on a organisé la traite des Noirs, on a organisé le commerce des esclaves. L'Europe occidentale, judéo-chrétienne, est rentrée à ce niveau-là. C'est son vrai visage qui ressort lorsque vous mettez en place une analyse objective sur le conflit, sur la crise ou la guerre ukrainienne. Oui. C'est ce que vous voyez, c'est l'image réelle où on vous dit hey, vous les petits nègres de l'Assemblée générale des Nations Unies, voici comment vous allez voter. Oui. Et je vous le disais tantôt, j'ai réalisé parmi les 8 accords de coopération annulés par le Mali, il y a le numéro 10 et le numéro 11. L'un qui parle des alliances en temps de guerre, et l'autre qui dit jamais vous ne conclurez des alliances militaires avec quiconque. Aucun autre pays. Vous voyez, c'est tellement... ça dépasse l'abus de confiance et l'escroquerie, si vous voulez. Ces gens sont habités par le diable, si vous voulez. L'Occident n'a réellement jamais changé. L'Occident est resté le creuset, comme disait Césaire, du mal de l'humanité. L'Occident est responsable dans discours sur le colonialisme du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Et ça se vérifie aujourd'hui. L'Afghanistan, la Libye, on peut continuer, si vous voulez. La Syrie, ils ont un peu échoué en Syrie, mais l'Irak, le Yémen, ça c'est l'Occident, si vous voulez. Et ça continue, ils n'ont pas terminé. Il y a le Yémen, si vous voulez. On n'en parle pas. Prof, est-ce que l'avenir de l'hégémonie occidentale se joue en Ukraine? Ben, peut-être qu'elle s'exprime, se consacre, se construit dans la finalité en Ukraine, si vous voulez, puisque pour avoir commis la bêtise de chercher à menacer certains pays ou de rallier tout le monde dans une bêtise guerrière, on a renforcé les BRICS. Les BRICS, je lisais encore il y a quelques jours, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Koweït, le Qatar, l'Irak, tout le monde veut entrer dans les BRICS. Et la grave bêtise dans l'histoire que révèle la guerre en Ukraine, c'est que les États-Unis ont perdu le Golfe. Les États-Unis n'ont plus aujourd'hui la main qu'ils avaient sur les pays du Golfe, sur les monarchies pétrolières. C'est terminé, si vous voulez. Et dans le même temps, ils ont redimensionné, mais positivement pour ces pays-là, mais négativement pour eux, des pays comme l'Algérie, qui sont devenus des puissances sous-régionales importantes et qui tentent à devenir même des puissances régionales concrètes. Ils ont aujourd'hui encouragé, créé une dynamique qui est comparable en Amérique latine à la dynamique de la théologie de la libération. Il y a une succession de retours des régimes de gauche en Amérique latine.
si vous voulez, que ce soit en Colombie, où pour la première fois, on a un vice-président, une vice-présidente qui est noire, descendant d'esclaves. Lula est revenu au pouvoir avec tout le poids du Brésil, en Équateur, même si on peut penser que Lula est beaucoup plus rattaché à l'idéologie occidentale. Ah non, pas du tout, c'est un syndicaliste. Non, pas du tout. Lula est le véritable produit de la gauche internationaliste. Ça me paraît fondamental. Il ne serait jamais revenu au pouvoir s'il n'y avait pas une dynamique globale. D'abord mondiale, ensuite régionale, si vous voulez. Vous connaissez ce qu'a été Bolsonaro, son prédécesseur. Oui. Hein, que ce soit sur le climat, que ce soit sur le Covid, ou que ce soit sur la protection des mers. Bolsonaro a été le pur produit d'une droite dure, insensible, inhumaine, ainsi de suite. On est d'ailleurs heureux qu'il a attrapé le Covid après avoir dénoncé les vaccins. Mais non, pas du tout, ce sont une grossière erreur. Lula est le produit de l'ouvriérisme, en réalité. Il incarne la gauche progressiste internationaliste. C'est ça, n'oubliez pas, c'est Lula qui disait son plus grand tort, c'est que l'Afrique ne soit pas encore en mesure de faire émerger des leaders qui sont capables de stratégies de long terme. Il disait, malheureusement, dès qu'ils ont quelque chose à planifier, leur nuit c'est dehors, et on sait ce qu'ils vont faire et on les tue. Lula, non. Attendez, Lula, c'est le prototype de ceux qui vont porter le nouveau monde, la nouvelle configuration des rapports de force sur le plan international. On est en passe de retrouver, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et des instances internationales en général, la dynamique tiers-mondiste des années 70, de la décennie 70-80, où on développait alors ce qu'on a appelé les majorités automatiques, qui ont tant frustré les Occidentaux, amené les États-Unis à quitter l'UNESCO, amené. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on parle tellement d'Ukraine qu'on a oublié des champs d'expression de l'impérialisme qui sont extrêmement cruels. La France occupe toujours l'île de Mayotte. Elle ne devrait pas y être. Ça, c'est très grave. La guerre fait ouvrage au Yémen. Ça, c'est une guerre occidentale. Cette guerre aurait dû s'arrêter, si vous voulez. Au Congo à côté, au Kivu. Le Kivu à côté, oui. Si vous voulez, malheureusement, avec le Rwanda qui est manipulé négativement. Bon, je crois qu'il vaut mieux ne pas évoquer ce pan-là. Professeur, pour la dernière séquence de notre émission, parlons un peu de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a appris de tout ce qui se joue là-bas? Objectivement, d'abord, ce que l'Afrique aspire à être aujourd'hui, ce n'est plus simplement un champ de tourisme, comme l'a dit un haut responsable américain. Ce n'est pas seulement un endroit où on vient voir les zèbres et les lions. Ce n'est pas simplement une masse de matières premières inexplorée et rare. Ce n'est plus simplement une constellation de dictateurs ou de militaires au pouvoir. Non, pas du tout, si vous voulez. C'est une autre intelligence. C'est un maillon important du nouveau monde. Et je crois que c'est suffisamment exprimé à travers le discours de Macky Sall aux Nations Unies, au nom de l'Union africaine. Également, d'ailleurs, à travers les discours des dirigeants maliens, centrafricains, malgaches, algériens, ainsi de suite. Non. Ce que l'Afrique devient ou présente comme image à partir de l'Ukraine, c'est une composante respectable qui aspire à jouer un rôle fondamental dans la constellation des décisions qui font ou vont faire les relations internationales à très brève échéance. Professeur, lors du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Afrique a eu à montrer qu'elle n'était plus nécessairement liée au point de vue de l'Occident. Et on a vu tous les discours qui se sont tenus au Mali, le discours du président sénégalais que vous rappelez tout à l'heure. Mais en dehors de ces discours, en dehors de ces votes-là, comment est-ce que l'Afrique a su se réapproprier sur le plan de son progrès
pour résoudre les problèmes, les questions de nutrition, pour un blé par exemple qu'on attendait qui vienne de l'Ukraine? Oui, je crois que là, non, je ne veux pas dire que vous déviez du thème central ou de l'objectif de notre entretien. Oui. C'est vrai, c'est à propos lorsque quelqu'un vous présente une nouvelle Afrique qui entend jouer un rôle beaucoup plus affirmé, plus respecté, oui, sur la scène internationale. C'est de bon ton de se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont les outils, les instruments, les moyens? À la limite, vous n'avez simplement pas voulu parler des systèmes de gouvernance et des régimes par lesquels elle y arrive. Bien, on a un problème fondamental de gouvernance. Je pense que nous ne sommes pas seuls. L'Amérique a un problème de gouvernance. Vous le savez très bien. Oui. Dans un pays où, après une élection, des gens vont casser le Parlement, on ne peut pas dire que c'est une très grande démocratie. La France, la Chine, la Russie, l'Allemagne, tous les pays ont des problèmes de gouvernance. C'est vrai que chez nous, peut-être que ces problèmes se posent d'une manière autrement plus différente, mais la toile de fond demeure néanmoins que s'il faut s'exprimer en termes de nations et d'acteurs sur la scène internationale, l'expression des identités et des voix des pays africains est aujourd'hui beaucoup plus affirmée, beaucoup plus déterminante. S'il faut sans doute faire un bilan ou une radioscopie de la performance des systèmes de gouvernance ou bien de la qualité de la structuration des mécanismes internes de gestion et d'instrumentalisation des institutions qui permettent effectivement que l'on prenne en charge des problèmes qui sont cruciaux, qui m'apparaissent fondamentaux dans l'expression d'une nation moderne qui aspire à se faire respecter. On a beaucoup de chemin. Mais ce que je voudrais faire observer, c'est que dans le contexte actuel, il y a néanmoins une évolution qu'il faut prendre en considération. C'est la nouvelle mutation qui intervient au niveau des sociétés civiles en Afrique, qui s'expriment davantage, qui sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus diversifiées en termes de thèmes, sans que pour autant on ne soit en mesure de dire que les problèmes élémentaires, les problèmes primaires, qui sont des problèmes liés à la mauvaise répartition des richesses, à la mauvaise utilisation des richesses pour résoudre les problèmes d'équité, les problèmes de juste redistribution des richesses sont pris en charge ou bien sont résolus. Nous avons en permanence ce problème qui, c'est vrai, est très handicapant. On ne peut pas prêcher la révolution ou la quête de nouveaux rapports de force avec des partenaires en demeurant incapable de résoudre des problèmes élémentaires de santé et d'éducation. Quelqu'un me faisait remarquer hier que le fait de payer pour aller à l'université en Afrique est absolument illogique. Parce que nous ne devrions pas être à ce stade-là. Ou à tout le moins, le fait d'imposer certains systèmes de taxation de l'activité économique qui, dans le pur style, relève des pays très avancés, n'est pas conforme, si vous voulez, à la situation historique. À la situation historiquement, politiquement et même socialement, si vous voulez. C'est un vaste débat. S'il faut se donner beaucoup de courage, c'est simplement de dire que il y a une mutation réelle dans les rapports entre les populations et les gouvernants qui permet aujourd'hui d'entrevoir beaucoup d'améliorations à très brève échéance, même pas à long terme. De plus en plus, avec la massification de la communication et l'impossibilité pour les gouvernants de contrôler tous ces flux de communication, de nouveaux boulevards se sont créés pour imposer des types de dialogue absolument indispensables dans la maîtrise des problèmes, dans l'obligation qu'on va faire aux gouvernants de commencer à dire peut-être qu'il faut être propre à la maison
avant de parler fort dehors. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est peut-être, parce que quand j'en parle, j'ai un peu de mal à continuer à m'exprimer comme internationaliste révolutionnaire et progressiste. Et il ne faut quand même pas qu'on vous dise, comme disait Ronald Reagan aux Nations Unies, des petits pays qui sont même incapables de fabriquer le papier hygiénique viennent ici insulter l'Amérique, c'est inacceptable. Vous voyez? Donc, c'est vrai, il y a ce recul-là, on a un peu honte de vouloir s'exprimer avec force, avec dignité, avec condescendance. Alors qu'on n'est pas d'égal participation. Voilà, alors qu'on n'est pas... Non, le principe discrétionnaire de la souveraineté est applicable à tout le monde, si vous voulez, à tous les États. Mais simplement, vu de l'intérieur, ce que nous sommes en mesure de faire pour la prise en charge de nos problèmes, pour la structuration des systèmes d'expression des populations qui soient hors de tout critique, qui soient hors de toute reproche, qui soient hors de toute défaillance. Et je crois que à ce niveau-là, ça nous invite à beaucoup d'humilité. Ça, c'est extrêmement important. Mais je voudrais vous renvoyer à une image simple. Le fait que je sois pas en mesure de balayer dans ma cour chez moi ne donne pas le droit aux voisins de m'empêcher de rouler sur la voie centrale ou de m'empêcher d'aller m'asseoir sur la chaise qui est réservée pour moi à la réunion de tous les habitants du quartier, si vous voulez, par exemple. Ça se dit, ça se fait aussi. Mais simplement, il faut se dire que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas forcément que nous ne soyons pas en mesure de nous gouverner ou de créer des conditions pour l'instauration des systèmes de répartition des richesses beaucoup plus justes. Ce qui nous préoccupe, c'est l'utilisation de situations internationales, l'exploitation de crises externes pour essayer de perpétuer la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme dont nous sommes victimes. Et nous dire, écoutez, on s'en fout de ce que vous êtes à l'intérieur, de vos problèmes. Tout ce qu'on vous demande maintenant, c'est de nous soutenir contre la Russie en Ukraine. Vous voyez, ça nous préoccupe. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous avons là deux champs de travail complètement distincts. Sur le premier champ, qui est celui de l'expression internationale, la consécration de nos souverainetés, de nos dignités, de nos identités, en opposition à celles et à ceux d'autres nations, il n'y a pas de débat possible, si vous voulez. On a posé le principe d'un État, une voix, d'une équivalence absolue des nations, d'une confrontation intelligente, réglementée des intérêts nationaux. Ça, nous voulons que ce soit respecté par tout le monde. Que l'Amérique ne vienne pas nous dire, comme disait Macky Sall aux Nations Unies, avec qui nous devons déjeuner à notre table. Dans le deuxième champ, l'appropriation de nos mécanismes internes de gestion, de répartition des richesses, leur correction ou leur modification, leur changement, il y a encore beaucoup de révolutions à venir et je pense que nous devons nous y préparer de manière concrète. Je ne suis pas pessimiste, je suis positif. Je crois d'ailleurs que les empires naissent et meurent. Je ne veux pas penser que la malédiction d'Haïti, le premier État noir de 1634, va couvrir toute l'Afrique. Ce n'est pas vrai quand je vois à quel rythme, dans quelle consistance et avec quelle ardeur beaucoup de pays se développent. Même notre petit Cameroun, pour parler ainsi, qui est un grand pays, nous avons quand même 15 000 km de fibre optique. Ce n'est pas donné. Beaucoup de pays développés n'ont pas 15 000 km de fibre optique. Ça, on ne savait pas ça. Ça, il faut le savoir. C'est extrêmement important. Nous arrivons à faire le passeport en un jour au Cameroun. Ce sont des petits signes, si vous voulez. Il faut les intégrer dans une marche globale
vers des mutations positives qui, d'une manière ou d'une autre, vont nous installer dans beaucoup plus de confiance pour corriger, pour réinventer, pour arranger les mécanismes internes de gestion et de répartition de ressources. Dernière question, prof. Que signifie la Russie ne peut pas gagner la guerre? Bon, c'est une grosse propagande. Déjà, on ne gagne pas une guerre, on perd toujours dans une guerre en réalité, parce que on peut pas, personne ne peut accepter des destructions humaines, l'expansion de la haine, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a tout un discours pour cacher les défaites occidentales ou pour en réalité enlever à Poutine la justification morale, matérielle, éthique et même diplomatique de sa réaction face à l'agressivité occidentale. Je pense que la preuve a été faite pour parler sur cette affaire. Angela Merkel l'a bien dit et Hollande l'a redit, si vous voulez. Les accords de Minsk avaient été faits pour tromper la Russie, ils l'ont reconnu. Nous voulions nous donner le temps, ont-ils déclaré, pour armer suffisamment l'Ukraine et attaquer la Russie. Vous savez ce qu'on a découvert en Ukraine, qu'en réalité, beaucoup de laboratoires de recherche sur les armes biologiques américaines étaient installés en Ukraine. Bon, on ne va pas revenir dessus, mais aucun État n'est exempt de reproches dans une guerre. Merci infiniment, professeur Chanda. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu aux questions de Wafrica TV. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus à la fin de cet entretien et nous vous disons à très bientôt, tout en sachant que la construction de cette Afrique dont nous désirons tous viendra de notre travail personnel et que c'est l'addition de nos compétences qui parviendront à construire une Afrique forte et grande. À très bientôt sur Wafrica TV.